Loïc Le Floch-Prigent, ancien dirigeant de plusieurs grandes entreprises publiques françaises, est décédé le mercredi 16 juillet 2025 à Paris à la suite d'un cancer à l'âge de 81 ans. La nouvelle a été annoncée par son épouse Marlène Le Floch-Prigent. Alors, qui était Loïc Le Floch-Prigent? Il est né à Brest en 1943. Il était diplômé de l'Institut Polytechnique de Grenoble et l'Université du Missouri Columbia. Il a commencé sa carrière en occupant des fonctions au cabinet du ministre de l'Industrie au début des années 80. Au cours de sa carrière, il a dirigé plusieurs fleurons de l'industrie française nommés par des gouvernements de gauche comme de droite. Il a notamment été PDG de Rhône-Poulenc, Elf, Gaz de France, SNCF. La carrière de Loïc Le Floch-Prigent est également marquée par des démêlés judiciaires, notamment dans l'affaire Elf, un vaste scandale politico-financier de corruption et de détournement de fonds sur lesquels les ondes clandestines reviennent avec l'accompagnement analytique de Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Nous l'écoutons. Loïc Le Floch-Prigent est mort. Loïc Le Floch-Prigent était un grand patron français avec qui j'ai discuté il y a 2 ans à peu près, très longuement. On devait déjeuner au Rugby Club, le club d'affaires qui se trouve entre la banque Rothschild et la banque Lazare à Paris. Et puis nos agendas n'ont pas permis ce déjeuner, mais par contre on avait eu une très jolie discussion dont j'ai d'ailleurs l'enregistrement téléphonique. Pourquoi ? L'affaire Elf est un scandale politico-financier majeur qui a éclaté en France en 1994. Considérée comme l'une des plus grandes affaires de détournement de fonds dans une démocratie occidentale, elle concerne un vaste système de corruption au sein de la compagnie pétrolière publique Elf Aquitaine, principalement entre 89 et 93 durant le second septennat de François Mitterrand. Au total, plus de 300 millions d'euros ont été détournés par les dirigeants de l'entreprise. J'ai l'enregistrement téléphonique de cette conversation parce que il a été dit des choses très intéressantes dans notre échange qui concernaient les affaires d'État. Parce que c'est intéressant de discuter avec un homme qui, en ayant été patron d'Elf, eh bien, a été au cœur des intérêts supérieurs de la nation française et au cœur des services secrets français, malgré lui. Le Floch-Prigent n'a pas été espion et ça a été son grand malheur. Pourquoi ? Parce que quand il a eu les problèmes avec Eva Joly, juge, ancienne députée européenne, eh bien si toutes les actions, toute la gestion de Loïc Le Floch-Prigent pour Elf notamment, eh bien avait été faite cette action sous le sceau du secret défense, sous le sceau de l'action des services secrets, eh bien, il n'aurait jamais été condamné. Parce que Loïc Le Floch-Prigent, sauf quand il y a eu la partie enrichissement personnel où il faisait des cadeaux à sa maîtresse devenue sa seconde femme, où là, bien sûr, il a merdé. Mais par contre, tout le volet contrats internationaux qui lui ont valu son incarcération. Le système de fraude reposait sur plusieurs mécanismes mis en place par la direction d'Elf: les surfacturations, les commissions occultes, les emplois fictifs, l'enrichissement personnel. L'affaire Elf a impliqué de nombreuses personnalités du monde politique, économique et des affaires. Les enquêtes ont mené à plusieurs procès, dont le principal s'est conclu en 2003 par de lourdes peines. Eh bien, ce sujet, pour moi, est extrêmement intéressant. On en avait discuté au téléphone longuement. Loïc Le Floch-Prigent connaissait très bien Antoine Carracci, le frère de François-Joseph Carracci. Il avait beaucoup d'estime pour Antoine Carracci, qui avait fondé et dirigé Hélicoptères de France, HDF, pour situer HDF, Hélico de France, les hélicoptères du SAMU, des services départementaux d'incendie et de secours et les hélicoptères du Tour de France. Ce sont des hélicoptères HDF qui désormais, depuis au décès d'Antoine Carracci, sont passés sous l'actionnariat de Mont-Blanc Hélicoptère. D'ailleurs, qui est pas loin d'où je vis, à Toussus-le-Noble. Les affaires d'Elf sont des affaires d'État, puisque la fortune d'Elf, désormais totale, eh bien, influe sur la puissance de la France. Quand Elf fait 60 milliards d'euros de bénéfices, ben, la France s'en porte bien.
Si Elf Total fait faillite, eh bien, ça aura des conséquences majeures sur la puissance économique de la France, bien fragilisée actuellement, mais aussi sur toute la consommation française, sur nos consommations, sur notre train de vie. Parce que le pétrole se trouve partout, dans les gélules de nos médicaments qui sont faites à base de pétrole, à défaut d'être à base de gélatine porcine, ce qui serait d'ailleurs beaucoup plus, je crois, sain et valable, mais paraît-il qu'on ne peut pas manger du porc suivant ce qu'on pense du sens de la vie. Donc, on modifie les choses, on les dépersonnalise et on les dénature. Bon. Mais aussi, le pétrole est partout, dans nos téléviseurs, nos téléphones, nos vêtements, dans la peinture, dans tout, partout. Bon. Total, et c'est ça que j'ai dit à Loïc Le Floch-Prigent, et il m'a confirmé, je lui ai dit ce qui m'a, moi, Jean-François Carracci, ce qui m'a toujours surpris, et même apparu comme une anomalie, c'est que toute la gestion d'un groupe comme Total ou Elf n'est pas sous le secret défense. Pourtant, il n'est question que de ça. Quand la France, Total, au nom de la France, parce que la France est actionnaire de Total, donc c'est pas une entreprise privée française, c'est une entreprise semi-privée, qui a été d'ailleurs publique à un moment donné, et qui représente les intérêts de la France, notamment parce qu'il y a de l'actionnariat stratégique français à l'intérieur. Quand Total agit, quand De Margerie se crache en avion à la sortie de l'aéroport de Moscou, c'est la France qui est concernée. Quand donc des contrats internationaux sont négociés au nom de la France, par Total, au Nicaragua, en Indonésie, en Russie, en Norvège, au Danemark, au Canada, au Congo, au Zaïre, en Algérie. C'est l'intérêt stratégique de la France qui est en jeu. Donc, il y a des GSI et des GSE au cœur de ce fonctionnement-là. Dans le bureau de Loïc Le Floch-Prigent, il y avait des officiers supérieurs, voire officiers généraux du renseignement extérieur français. Que Loïc Le Floch-Prigent le savait ou ne le savait pas, c'est ce qu'il m'avait dit. Il y a des fois où il le savait, puisque le ministère envoyait ses gars de la DGSE pour aller négocier des contrats aux côtés des cadres administratifs et cadres commerciaux de Total, anciennement Elf. Et donc, il y avait dans ces cadres-là des espions, où il y avait les cadres et accompagnés d'espions. Donc, quand il y a eu le problème célébrissime de Loïc Le Floch-Prigent face à Eva Joly, eh bien, moi, avec le parcours qui est le mien et l'expérience qui est la mienne, ce qui m'a le plus choqué, c'est de me dire, mais comment se fait-il que Eva Joly ait pu accéder à la gestion des contrats stratégiques de la France? Comment ça se fait que ces contrats stratégiques dont dépend la puissance de notre nation, une juge qui plus est norvégienne, donc étrangère, agissant en dehors du cadre stratégique français, alors certes employée par la justice française, donc bien sûr son action était légale, je ne dis pas que son action était illégale, mais elle me paraît, c'est juste surprenant, parce qu'en plus, femme de gauche, voire d'extrême gauche, voulant bouffer du capitaliste, ben, pourquoi elle n'est pas allée bouffer du capitaliste norvégien? Parce que la Norvège, d'ailleurs, la fortune norvégienne actuelle, parce que la Norvège n'a pas toujours été le pays riche que l'on connaît, même s'il y a eu de grandes familles d'armateurs qui ont quand même permis à ce pays de ne pas être un pays sous-développé. La Norvège avait déjà une belle économie avant, mais maintenant dispose d'un fonds souverain extrêmement puissant, où il y a 1000 ou 2000 milliards d'euros en fonds propres à l'intérieur, et ça, c'est grâce au pétrole. Ce que Eva Joly est allée faire chier à Total, elle n'est pas allée le faire chez Norsko, qui est la compagnie pétrolière norvégienne. Pourtant, la Norvège, Norsko, au nom de la Norvège, négocie ses contrats de la même manière que Total le fait pour la France. Parce que les contrats internationaux, et je ne légitime pas, je ne légalise pas, je ne moralise pas cette activité-là.
Je suis pas juge, je suis pas flic, je suis pas avocat. Je vous explique du prisme du renseignement et des affaires stratégiques internationales, ce que se veut être Red Notice et les ondes clandestines, comment les affaires du monde fonctionnent. Je n'explique pas que c'est normal et que il faut accepter les choses illégales ou immorales ou amorales. Je vous explique simplement que les contrats internationaux se font par des négociations X et Y, par de l'influence, par de la persuasion, par des cadeaux, par des menaces, par des amitiés, par des inimitiés. Je citais la série Mad Men pour parler un peu des histoires de contre-espionnage. D'ailleurs, le personnage Mad Men, je trouve que les réalisateurs sont pas allés au bout des choses parce que peut-être c'était pas l'objet de la série Mad Men. Mad Men est une série télévisée américaine en 92 épisodes créée par Matthew Weiner et diffusée par la chaîne AMC entre 2007 et 2015. La série dépeint la vie d'une agence de publicité new-yorkaise, Sterling Cooper, dans les années 60 et au début des années 70, en explorant les transformations sociales, culturelles de cette époque à travers le prisme des personnages. Où il fallait juste montrer qu'un fils de prostituée qui a grandi dans un bordel, parce que c'est ça le personnage de Donald Draper, c'est moins que rien, c'est un vaurien qui d'ailleurs passe sa vie à être un vaurien. C'est pas un type qui s'est élevé de sa crasse de naissance, puisqu'il est resté un homme qui valait rien jusqu'au bout de sa vie, bien grand publicitaire, mais un type qui ne valait rien. Ce que je veux dire, c'est que la CIA aurait pu recruter un Donald Draper pour aller négocier des contrats à l'international, parce que les services secrets aiment les affabulateurs, les prestidigitateurs. Il y a beaucoup d'agents de renseignement qui sont des menteurs. Parce que tant qu'ils permettent à l'État qui les embauche d'aller piéger l'ennemi, c'est bon. Le seul problème des menteurs, c'est que, souvent quand c'est leur nature, c'est qu'ils mentent aussi à leur employeur. Et c'est là où, parfois, il y a des mecs comme dans Nobody, qui doivent déconnecter ces gens qui sont devenus plus compliqués que l'avantage qu'ils apportent. Bon. Pour en revenir à Mad Men, à Loïc Le Floch-Prigent, il y avait Dédé la Sardine dans le dossier de Loïc Le Floch-Prigent et Elf Aquitaine. Dédé la Sardine. Mais qui c'était Dédé la Sardine? C'était un voyou du Gard, de Nîmes, qui avait fait toute sa vie dans les bordels et au cœur notamment du groupe Ricard, Pernod Ricard, et qui à la fois était un voyou et un agent de renseignement. Dédé la Sardine servait de support aux services actions de la DGSE grâce à ces réseaux de mafieux. Et c'est ce que j'ai expliqué dans d'autres podcasts et Red Notice. Je ne légitime pas, je ne moralise pas les mafias, parce qu'il en existe tellement. Moi, je ne côtoie pas les mafias. J'ai travaillé à leur contact et j'ai été payé pour ça sous Andreotti Berlusconi au nom des intérêts supérieurs de l'Italie. Mais je ne fricotais pas avec eux, je n'ai pas fait d'affaires avec eux parce que ce n'était pas mon job et ce n'était pas mon ambition personnelle. J'aurais pu mettre beaucoup d'argent de côté qui m'aurait bien été utile aujourd'hui puisque ça m'aurait permis d'être beaucoup plus puissant dans mon action face au Karachi, aux mensonges et aux manipulations de François-Joseph Karachi et son entourage, mais aussi face aux mensonges et aux manipulations de Margaret de Roumanie et ses sœurs qui sont aussi les miennes. Mais j'ai décidé en 2004 et par la suite aussi de ne pas faire de trafic d'armes, de ne pas faire de trafic d'enfants, de ne pas faire de trafic de drogue. J'ai ma paye de cadre, je n'ai pas de dette, mes impôts sont payés, il en est de même pour mon épouse. Je n'aurais pas manqué ma vie, je n'aurais pas loupé ma vie si je ne règne pas. Il y a un évêque, il y a 2 jours, orthodoxe, qui me dit « Mais alors Jean-François, si tu deviens pas roi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est dommage ?» Mais dommage de quoi? Moi, je suis un mec heureux. Je sais d'où je viens. Je connais mon nom de naissance. Je connais mes parents. Et c'est important pour l'enfant trahi que j'ai été. Je mange à ma faim. J'ai une épouse géniale. J'écris des livres géniaux qui, en plus, ont trouvé leur public.
moi ça va. Le jour venu où je partirai, eh bien j'aurai réussi ma vie selon mes critères sociaux, critères familiaux, critères psychologiques. C'est ok, je ne me rêve pas roi, je n'ai pas besoin d'être roi pour me sentir exister. J'accepte la proposition d'Émile Adrien de Maginici du 5 juillet d'aller sauver son pays, puisqu'il m'a demandé de sauver son pays, mais je lui ai demandé un cadre légal, honnête, transparent, pour que je revienne. Et si cette exigence que j'ai fait que le service secret roumain et l'État roumain préféreront blanchir Paul de Roumanie et finalement en faire un héros alors qu'il a volé 140 millions d'euros roumains, moi je ferai avec. Si la Roumanie décide qu'Elisabeth Marie, ma sœur, devenue mon frère, eh bien, doit régner en tant que roi et non pas en tant que reine, eh bien, dont acte, je n'en ferai pas une dépression. Et ce que j'explique, c'est ça, c'est que la mécanique de ma famille, c'est la même que la mécanique des affaires internationales dont je parle. Et c'est pour ça que j'ai pu, en grandissant, jeune homme, puis homme, comprendre et agir sur ma vie et sur mon entourage et gagner des procès contre François-Joseph Karachi, parce que j'ai gagné des procès contre lui. Il m'a accusé de choses où j'ai pas pu me défendre à un moment donné parce que je portais le deuil de mon fils qui avait été tué par Roger Cazola. Mais à chaque fois que j'ai pu me défendre et que j'ai été en capacité financière et intellectuelle d'être disponible à ça, j'ai gagné mes procès. Et honnêtement, je n'ai jamais fait d'escroquerie au jugement. Je n'ai jamais eu besoin d'aller chercher des faux témoignages contre mes ennemis pour gagner. Pas de problème. Et donc l'histoire de Loïc Fleury-Prigent, c'est l'histoire d'un président d'une multinationale française, d'une multinationale stratégique pour la France, qui s'est retrouvé à payer les mauvaises manières de ces grands groupes internationaux, et la France a laissé faire. Les services secrets français ont laissé faire. La France, la loi française, le Parlement français n'a pas produit, et il aurait pu produire une législation pour casser en permanence les processus de négociation de contrats et d'application de contrats des grandes compagnies stratégiques françaises, parce que comme il y a les services secrets qui agissent dedans, et que les actions des services secrets sont des actions secrètes, eh bien ces dossiers-là pouvaient rester secrets. Eh bien non, on a eu un étalement avec une Eva Joly étrangement déterminée à faire chuter un patron qui certes a fauté personnellement par un enrichissement personnel stupide, que Loïc Le Floch-Prigent a eu, parce qu'il était extrêmement bien payé. L'erreur de dépenses personnelles, professionnelles qu'il a faite est une erreur stupide, mais une erreur qui correspond à l'environnement qui était le sien. Ces grands patrons sont extrêmement flattés, disposent d'énormément de moyens. Beaucoup de choses leur sont payées dans le cadre de leur fonction, leurs cigares, leurs costumes, leurs restaurants, leurs voitures. Donc ils se disent, on continue, personne ne me dira rien. Eh bien si, de temps en temps, quand un enquêteur, flic ou gendarme et un juge du parquet ou du siège décide que quand ça suffit, eh bien l'addition est présentée. Sauf que, dans le cadre de Total, il s'agit d'un pays comme la France, comme pareil pour Norsk Hydro avec la Norvège, il s'agit de grandes compagnies dont les services secrets sont extrêmement actifs en leur sein, qui agissent au nom des intérêts supérieurs de leur propre nation, et tout le management de ces grandes compagnies-là ne devrait pas être accessible à tout un chacun. Donc l'histoire de Loïc Le Floch-Prigent, je commence déjà à lire des choses dans les grands journaux français, de droite comme de gauche, l'homme à double visage ou un grand capitaine d'industrie qui a fauté. Non, Loïc Le Floch-Prigent a dirigé de très grandes entreprises françaises au nom de la France, pour la France, et il était très bien payé pour ça. C'est normal. La stupidité du communisme d'expliquer que tout le monde doit crever de faim parce que tout le monde est égaux dans la misère, c'est stupide. On peut tous être abondants parce que nos systèmes économiques nous le permettent et on peut tous être égaux dans la richesse et non pas dans la pauvreté. Moi, si un jour je devais devenir roi, je serais un roi rouge parce que je serais finalement comme les monarchies du Golfe qui permettent un grand train de vie à leurs semblables,
Et donc, je ferai certainement aussi ça. Par contre, eux ont utilisé l'islam politique pour se maintenir au pouvoir et pour être une menace suffisante auprès de la MI6, de la DGSE et de la CIA. Et ça, moi, je veux pas de théocratie ou quoi que ce soit d'autre. Et je veux pas d'esclavage, parce qu'il y a un esclavage dans ces pays-là, de tous les Indonésiens, etc., qui viennent. Bon. Donc, l'histoire elfe totale est extrêmement intéressante, parce qu'encore aujourd'hui, il se passe la même chose. C'est juste qu'on ne le sait pas. Mediapart et le Canard enchaîné ne sait pas toujours tout. Et puis, de toute façon, Mediapart et le Canard enchaîné choisissent ses sujets, choisissent ses enquêtes et choisissent ses révélations. J'attends le jour où Mediapart aura enfin compris que même s'il est un journal de gauche, me faire justice par rapport à mes démarches familiales. Le grand scandale politico-financier français a révélé le détournement, nous l'avons dit, de plus de 300 millions d'euros pour les dirigeants du groupe pétrolier entre 89 et 93. Après une décennie d'enquête, le dénouement judiciaire a abouti à de lourdes peines de prison dont les principaux responsables en 2003, l'ancien PDG, donc Loïc Le Floch-Prigent, et son bras droit, Alfred Sirven, ont été condamnés à 5 ans de prison ferme. Chacun, André Tarallo, le monsieur Afrique du groupe, a vu sa peine alourdie à 7 ans de prison en appel. L'ancien ministre Roland Dumas, d'abord condamné pour recel d'abus de biens sociaux et finalement été relaxé en appel en 2003. Alfred Sirven, quant à lui, est décédé en 2005 avant la fin des procédures judiciaires. La Cour de cassation a mis un point final au principal volet de l'affaire en janvier 2007 en rejetant les pourvois et en rendant les condamnations définitives. Un dernier procès pour les emplois fictifs a également mené les condamnations de la même année, clôturant définitivement ce scandale qui a marqué la 5e République. Je rends l'antenne et vous dis à bientôt sur les zones clandestines.